Salut à tous, aujourd'hui est le deuxième jour où je reviens vous voir pour vous présenter donc mon top des mangas préférés. Dans cette vidéo, vous découvrirez donc le numéro 9, le numéro 8 et le numéro 7. On attaque donc tout de suite avec la position numéro 9, Sailor Moon, qui est un shoujo de Naoko Takeuchi paru pour la première fois en 1992. C'est un manga de genre Magical Girl qui relate les aventures de Usagi Tsukino, la réincarnation de la guerrière du système solaire Sailor Moon. Accompagnée dans les premiers tomes par le chat Luna, Usagi devra réunir les 4 autres guerrières Sailor dans le même temps qu'elle affrontera des ennemis tous aussi variés les uns que les autres. Lors de chacun de ces combats et lorsqu'elle se retrouvera en difficulté, c'est Tuxedo Mask, et l'homme masqué dans la version française, qui lui viendra en aide. Petit à petit, Usagi comprendra quelle est la princesse du Millénium d'Argent et qu'elle et ses amis devaient retrouver. Plus l'histoire progresse, plus les ennemis deviennent puissants et viennent de loin dans l'univers. On commence par des ennemis terriens pour finir par Sailor Galaxy. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce manga. Eh bien, sans trop chercher midi à 14h, je dois vous avouer que Sailor Moon est le tout premier manga que j'ai connu, alors que j'étais encore tout bébé. Ma mère m'avait acheté les coffrets VHS, peut-être que certains d'entre vous ne savent même pas ce que c'est. C'est des cassettes en fait. Et les poupées à l'effigie des héroïnes, des magazines, etc. Enfin, j'étais vraiment fan. Hein. Enfin, c'est aussi pour la beauté des personnages, caractérisant bien le style des années 90, un peu comme à la Cat Size que j'ai craqué pour ce manga. Autrement, c'est pour l'histoire à la trame, et la trame générale en fait, qui englobe l'univers de la série. Je suis passionnée de mythologie et aussi d'astronomie. L'univers de Sailor Moon m'intéresse donc énormément, et là c'était carrément un plus. Également, j'adore la personnalité des personnages, et en particulier celle de Usagi. Au début très capricieuse, gourmande, paresseuse et mauvaise élève, elle deviendra très adulte dans les derniers tomes de la série, bien qu'elle préservera tout de même quelques traits de son caractère qui font tout son charme. J'ajouterai également que la version animée, je parle de la première et non pas de Sailor Moon Crystal, donc la première version animée dont les OST et en particulier la berceuse de Usagi sont juste magnifiques. Le thème joué par le médaillon de sérénité est juste emblématique de la série. C'est une musique triste qui donne les larmes aux yeux quand Usagi l'écoute en repensant à son amour perdu. Aussi d'autres moments tristes, il y a un passage en particulier qui m'a marqué, c'est la mort de Nephlite dans les bras de Naru. Les adieux de Usagi et Seiya sont aussi très émouvants. Et en un seul mot, je dirais, plutôt en une phrase, je dirais que Sailor Moon est l'un des premiers mangas à offrir le genre Magical Girl à des lectrices et à traiter des relations homosexuelles. Par exemple, Sailor Neptune et Uranus, ou encore Kunzit et Zoïzit. Ce manga est un gros classique connu de tous, c'est un fait. Je le recommande aux jeunes générations, surtout qu'il est réédité depuis en manga. Autrement, vous pouvez facilement le trouver l'animé en VOSTFR, mais je vous conseille quand même vivement de regarder la première version avant de vous lancer sur la cristal. Je trouve dommage quand même pour un manga tel que Sailor Moon de le découvrir avec la version cristal. Je trouve que c'est un peu du gâchis. Enfin, bon, c'est mon avis. En position numéro 8, il s'agit de Black Lagoon. C'est un seinen abordant les termes classiques de la pègre, de la mort et de la valeur de la vie. Tout commence dans les mers de l'Asie du Sud-Est, et c'est alors que le jeune salaryman Rokuro Okajima se fait capturer par des pirates des temps modernes alors qu'il détient des dossiers top secrets sur la société pour laquelle il travaille. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa société a tout mis en œuvre afin de faire disparaître toute preuve du dossier compromettant, et lui avec. Dès lors, Rokuro, qui se fait désormais appeler Rock, rejoint l'équipage du Black Lagoon en tant que négociateur. Ses anciens bourreaux étant maintenant devenus ses coéquipiers, Rock loge dans la soute du vieux torpilleur amarré au large de l'île fictive de Roanapura. Cette île est un condensé de toutes les têtes pensantes de la pègre mondiale et toutes les nationalités y sont représentées. C'est d'ailleurs pour ainsi dire un microcosme du monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, si vous voulez de plus amples détails sur cette œuvre, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. Je vais maintenant vous dire pourquoi j'adore ce manga. Eh bien parce que son taux de badassitude féminin est très élevé. On a tout d'abord Rebi, une tête brûlée sino-américaine recrutée dans l'équipage du Lagoon pour ses qualités de flingueuse. Elle est surnommée Two Hands et est une vraie maniaque de la gâchette. Après le second personnage féminin à être largement mis en avant, et c'est la sublimissime et badassissimissime Balalaïka.
Déjà, son nom en jette un max et son passé aussi. C'est une ancienne générale de l'armée rouge qui a déserté après la mort de l'un de ses soldats qu'elle jugea injuste. Depuis, elle est accompagnée de ses fidèles soldats et elle opère avec eux depuis l'hôtel Moscou au sein de la mafia russe. Pour ajouter encore plus de classe au personnage, je vous dirais qu'elle a une manière très classe de tenir nonchalamment sa veste militaire sur ses épaules par-dessus son tailleur rouge sang. Elle fume de gros cigares cubains et par un seul regard, elle est capable de rendre n'importe quel homme aussi eunuque que Lord Varys dans Game of Thrones. Et le dernier personnage féminin que je vous présenterai ici n'est pas des moindres, puisque c'est la plus puissante selon moi. Il s'agit de Roberta, une maid travaillant au service de la famille Lovelace. Mais pas n'importe quelle maid. Elle est d'origine colombienne et opéra parmi les Farcs. Après la mort de son boss, Roberta décida de venger ce dernier en partant buter tous ceux qui se dresseraient contre son chemin. De plus, tout un arc lui est consacré, et pas des moindres, puisque c'est dans celui-ci que les scènes de combat sont les plus épiques. J'ai des frissons rien que d'y repenser, je ne vous mens pas. Là, je suis désolée, mais les mots ne suffisent plus, il n'y a que des images qui peuvent parler du taux de badassitude des personnages et des combats. Je vous invite à regarder cette vidéo, dont le lien s'affiche ici. C'est une sorte de crossover, et vous pourrez vous faire un avis grâce à ça. PS Roberta, c'est la maid aux nattes et aux airs de Megan Echo, si vous voulez la repérer un peu dans la vidéo. Autrement, comme je vous l'ai dit, Black Lagoon est un pur chef-d'œuvre. Les combats sont épiques et sanglants à souhait, rien n'est laissé au hasard pour laisser au lecteur un sentiment de gêne et de malaise. Si vous voulez tester ce manga et que vous hésitez encore, je vous invite à regarder l'anime qui est très bon. L'opening de Red Fraction est génialissime. Les paroles collent parfaitement avec le thème abordé dans le manga. Les OST sont tout aussi géniales, surtout le thème de Roberta. Tous les personnages sont sombres, qui sont déjà sombres à la base, vont encore plus sombrer progressivement dans le désespoir, sans possible retour en arrière. Chacun semble avoir atteint le point de non-retour et les combats sont encore plus intenses dans l'anime que tout ce que vous auriez pu espérer. En un mot, Black Lagoon est juste épique. En position numéro 7, Nana. Un shoujo en 21 tomes non terminé cause de maladie de l'auteur, et croyez-le ou non, c'est un hasard si ce manga se retrouve en position numéro 7. Une petite explication s'impose pour les baka fans ici. Nana veut dire 7. Ce manga est donc la rencontre de deux femmes que tout oppose, mais qui portent le même prénom, Nana donc. Les deux montent à Tokyo pour leurs raisons personnelles, mais bientôt leur vie va devenir commune. Déjà, elles vont louer le même appartement. Puis les choses vont faire qu'elles partageront bien plus qu'une simple table ou déjeuner. Petit à petit, les deux femmes vont commencer à devenir dépendantes l'une de l'autre, trouvant chacune le bonheur là où elles le cherchent. Mais ce bonheur sera de courte durée car leurs caractères respectifs ajoutés aux quelques aléas de la vie feront que cette belle comédie romantique qu'est Nana va vite tourner au tragique et au drame émotionnel. Pourquoi ce manga m'a marqué ? Parce que certes, nous sommes dans du shoujo. Mais le tout est très réaliste et par conséquent très convaincant. Les deux femmes ont des caractères opposés et de ce fait on peut s'identifier à l'une ou à l'autre. De plus, le tout est magnifique visuellement puisque Ei Yazawa est l'auteur. Cela signifie donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, des personnages super lookés et hyper classe. Yazawa souhaitait faire carrière dans le stylisme. À cela s'ajoute le fait que tout est rythmé sur bande-son de musique punk rock, là je parle surtout de l'anime, et que beaucoup d'éléments du manga sont des références explicites aux Sex Pistols, groupe punk phare des années 70, et plus particulièrement au couple Nancy Spungen et Sid Vicious. Pour parler de ces références, je dirais par exemple qu'il est plusieurs fois fait référence à la marque Vivienne Westwood, la créatrice de mode éponyme très excentrique qui habillait les Sex Pistols. Aussi, le personnage de Ren est largement inspiré de Sid Vicious, et la romance qu'il connaît avec Nana Osaki ressemble à s'y méprendre entre celle entre Sid et Nancy. D'ailleurs, je voudrais pas trop vous spoiler, mais si vous connaissez les problèmes que le couple punk le plus trash des années 70 avait avec la drogue et la façon dont ils ont fini, vous pouvez aisément imaginer quel destin connaîtront Ren et Nana. En résumé, ce manga est une poésie punk, un Sid et Nancy remis au goût du jour, et ça c'est classe. C'est un manga qui fait pleurer, peu importe que vous soyez émotif ou non. Les émotions, les sentiments retranscrits sont vrais. La romance est traitée avec crédibilité et c'est pour ça qu'on comprend chaque émotion des personnages. On a tous connu un Takumi ou Nana Komatsu et c'est pour ça que jusqu'au bout, on s'attachera aux personnages. On comprendra leurs réactions, alors même jusqu'à les conseiller derrière notre petit écran. Car on sait que le chemin qu'ils prennent est loin d'être le meilleur,
mais c'est aussi ça qu'on aime.